Bonjour à vous. Alors, je vais poser la question aux chefs d'entreprise et pas aux contribuables. Gauthier Piquet, donc président de Publicis Média. La stratégie volontariste des SNCF sur la diversification et la transformation numérique en fait un modèle pour beaucoup d'entreprises, françaises voire internationales. Mais vous, quels sont vos modèles? Quelles sont les entreprises qui vous inspirent et surtout en quoi elles vous inspirent sur cette diversification et ces enjeux de transformation numérique? On le comprend. La stratégie, sur le long terme, c'est d'être, en quelque sorte, on dirait une Mobility Service Company ou Logistics Service Company. Sans rien renier du train, mais en étant, entre guillemets, global. Alors, quel point de comparaison? Moi, je dirais d'abord, je citerai l'exemple de Peugeot. Ça ne se voit pas encore beaucoup. Mais quand chez Peugeot, on dit... on ne va pas seulement vendre des voitures, mais on va offrir du service de mobilité dans les 5 ou 10 ans qui viennent, ou chez Michelin, disons, pas seulement. On voit que ces évolutions-là, c'est un peu dans le même esprit. Et puis, je citerai aussi le travail qui est fait par Isabelle Cocher chez Engie, parce que je trouve qu'il y a une vision de ce que va être le secteur de l'énergie dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Alors, au début, il ne faut pas s'illusionner. Hein. D'abord, c'est largement incompris. Et puis, au début, ça ne fait pas gagner de l'argent. On ne gagne pas de l'argent en faisant au début du service. Simplement, on pense que, parce que le client a toujours raison, le client va avant tout attendre et attend avant tout un service de point à point. Et l'entreprise attend un service door-to-door. Et après, c'est à l'opérateur de se débrouiller sur la façon dont il fournit ce service. Donc je citerai ces entreprises-là, peut-être. Alors, une question de nos amis de Bain. Je ne suis pas de Bain, mais j'ai hérité du micro. Alors allez-y et on récupérera nos amis de Bain après, dans la foulée. C'est une prise de pouvoir. Oui, mais j'ai une question qui brûle. Je vais me présenter. Oui, je suis Antoine Blanche, MBA 89. Je travaille dans l'immobilier, et bon, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je voulais vous interpeller, Monsieur Pépi, sur le problème que vous avez évoqué, que le TGV, l'Océane, l'Armorique, tout ça, c'est merveilleux, mais vous ne voulez pas des bénéfices que vous tirez de ces belles activités financer celles qui sont moins brillantes, comme le corail et les TER. Je prends pour exemple la Basse-Normandie, hein, après l'Armor normande. Est-ce que vous pouvez juste poser votre question? Je pose ma question. Est-ce qu'on pourrait avoir des trains qui fonctionnent de Paris jusqu'à Granville sans être arrêtés? Alors, c'est bien, je vais pouvoir faire mon petit numéro habituel. Sur la route, il y a un machin qui s'appelle le verglas. On est d'accord? Et malgré les technologies nouvelles, cet hiver, je vous fais une super annonce, il y aura du verglas. Même avec des voitures modernes, et même avec des routes refaites, ça s'appelle le verglas. Eh bien, le verglas dans les chemins de fer, ça s'appelle les feuilles mortes. C'est-à-dire, c'est une couche qui, pendant 4-5 semaines, vient se mettre sur les rails et qui est un mélange de feuilles mortes, de saleté, de débris laissés par le freinage des trains, balala, et ça entraîne du patinage. Et monsieur a raison, la ligne Paris-Granville, qui est une ligne, on va dire, relativement rurale, au moins jusqu'à Granville, voilà, est victime cette année d'une façon incroyable, pendant 3-4 semaines, de cette couche qui fait patiner les trains, qui les fait enrayer, ce qui fait qu'on est obligé, alors même que c'est du matériel tout neuf, c'est des Regiolis tout neufs d'Alstom, d'annuler les trains, et c'est insupportable. La seule idée que j'ai eue depuis quelques semaines, c'est de me dire, il faut remettre ce chantier-là sur le métier, et il faut essayer de bosser avec des industries qu'on connaît moins, comme l'industrie du laser, de l'optronique, etc., pour voir s'il n'y a pas un autre moyen d'assurer le nettoyage des rails pour qu'on puisse faire circuler les trains sans qu'ils patinent ou qu'ils enrayent. Donc la question, pardon, mais elle était justifiée. Mais je n'ai jamais dit qu'elle n'était pas justifiée, je voulais qu'on y arrive. Allez. Bonjour Monsieur le Président, donc Philippe, bienvenue de Bain. Vous avez rappelé votre stratégie qui consiste à répondre aux attentes de vos clients en proposant des solutions logistiques et de mobilité
Quelles sont, selon vous, les 3 tendances sociétales qui vont le plus impacter le business model de SNCF dans les années à venir? Les tendances sociétales. Moi, je dirais peut-être d'abord et avant tout l'exigence d'autonomie. Ce qui, me semble-t-il, domine dans notre génération, c'est le fait que quel que soit le mode de transport qu'on va utiliser, on veut de l'autonomie, c'est-à-dire on veut être maître de ses choix, tant l'info que l'accompagnement, l'assistance, et être capable de se reconfigurer à tout instant. Et donc le smartphone d'Emmanuel, c'est une sorte de doudou moderne. Ce smartphone, c'est devenu aujourd'hui l'outil totalement dominant de la relation client pour ce qui nous concerne. Et on va lancer dans quelques mois une plateforme européenne de services de mobilité terrestre avec des partenaires pour que, en gros, voyagesncf.com puisse devenir d'ambition européenne. Alors qu'aujourd'hui, c'est largement franco-français. La deuxième tendance, mais ça on sait mal y répondre, c'est tout ce qui tourne autour de santé, bien-être, consommation, etc., dans lesquels les gens sont extraordinairement mobilisés par, à juste titre, par l'air qu'ils respirent, l'eau qu'ils boivent, l'ambiance dans laquelle on se situe. Et donc, probablement, il faut qu'on réinvente plein de questions, comme par exemple le nettoyage des gares et des trains. On voit que là-dessus, il y a un truc émergent qui est très fort et qui doit nous obliger à repenser les choses. Et dans le TGV du futur qu'on est en train de concevoir avec Alstom, ça sera une tendance forte. Puis j'aurais aussi, évidemment, on n'en a pas parlé, mais vu les attentats, la question de la protection des clients dans les lieux publics est un truc qui nous obsède et sur lequel on fait, je pense, aujourd'hui tout ce qui est possible. Mais faire tout ce qui est possible, ça ne nous empêche pas d'être angoissés tous les jours en se disant est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose. Le tout ce qui est possible, c'est de la présence humaine. Le gouvernement a pris une décision très importante, c'est-à-dire on a d'ores et déjà des trains Marshall dans certains trains, c'est-à-dire des gardes en civil armés, ce qui n'était pas possible. Pas dans 17 000 trains par jour, mais sur la base des renseignements que nous fournissent les services spécialisés, on peut faire accompagner certains trains par des gardes en civil armés. L'autre arme, c'est la technologie. Attendez-vous à ce que l'accès au train, dans les années à venir, soit moins toute porte grande ouverte qu'aujourd'hui. Hein. On va avoir des systèmes de contrôle d'embarquement qui, à la fois, seront des contrôles antifraude, mais auxquels peuvent être couplés des détecteurs de métaux ou des détecteurs de substances chimiques. Et puis la troisième chose, c'est la vigilance collective, et j'en profite pour faire un peu ma pub. Sur votre portable et sur le portable de tous les gens de votre famille, il devrait y avoir enregistré la petite application de l'App Store qui est le 3117. Le 3117, c'est une application qui permet d'envoyer soit par SMS, soit vocalement, une alerte parce qu'on voit quelque chose qui paraît pas normal. Il y a environ 3 000 ou 4 000 appels par semaine. Ça serait mieux qu'il y en ait 30 000, même s'il y en a 99,99 qui ne servent à rien. Je rappelle que dans l'attentat du Thalys, hein, on a eu collectivement la chance que le monsieur qui attendait devant les toilettes, ce monsieur a eu un réflexe incroyable de sauter à la gorge du terroriste et il a sauvé tout le monde. Et c'est un extraordinaire coup du sort positif, mais donc on a tous un petit rôle à jouer dans la sûreté. C'est entièrement nouveau, moi je ne m'attendais pas à ce qu'on vive dans cette société-là, mais voilà, le 3117, c'est comme la police et c'est comme les pompiers. Hein. Pardon, c'est un peu... Non, mais j'avais imaginé, quand cette question est venue, qu'une des 3 tendances sociétales qui est importante pour SNCF, parce que j'en entends beaucoup parler par toi et tes équipes, c'est le mot transparence. Pourquoi est-ce qu'effectivement vous avez un grand projet de transparence depuis la raison des retards jusqu'au salaire du patron? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? Et pourquoi SNCF est plus fasciné par ce mot que d'autres entreprises? Je pense qu'il faut raconter un peu l'histoire. Moi, il y a quelques années, il y a 3-4 ans,
je me demandais vraiment pourquoi il y a ce SNCF bashing en France. Et je me disais, mais il y a quelque chose qui cloche. Alors, soit c'est la stratégie de com qui est mauvaise, soit on devrait, avec Publicis, dépenser 3 fois plus de publicité, soit le patron est très mauvais, il faut en prendre un autre. Enfin bon. Et puis, je me suis dit, j'ai rencontré Daniel Lebègue, qui était le président de Transparency International, et qui fait un boulot incroyable. Et en discutant avec lui, il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire marcher Transparency International sur une entreprise ? Autrement dit, que l'entreprise s'engage dans une démarche de transparence comme un État ou des organismes publics peuvent le faire. Et puis on a signé un accord et depuis 3 ans on développe, alors on tâtonne un peu, on développe cette politique de transparence avec comme objectif, comme obsession, de donner accès au public, et accessoirement aux journalistes, à tous les éléments sur la réalité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a une 60aine de jeux de données qui vont, des courriers avec les élus que je signe, qui sont systématiquement publiés 1 mois après que le courrier a été envoyé, aux données sur les grèves depuis 1870, en passant par tous les incidents de sécurité. Tous les incidents de sécurité sont publiés. Et donc on avance vers une idée d'une entreprise qui, parce qu'elle appartient à tout le monde, ce qui est quand même une singularité, n'a rien à cacher. Et la seule chose qui est troublante après 3 ans, c'est que de temps en temps, on rencontre des gens qui nous disent « mais cette transparence, ça cache quelque chose ». Alors là, c'est un nouveau défi qu'il va falloir résoudre. Une autre question de la salle. Bonjour, Olivier Chazela, conseiller en fusion-acquisition. On voit actuellement un essor très important de projets ferroviaires dans les pays nouvellement industrialisés ou dans les pays émergents, avec une agressivité commerciale très forte des constructeurs japonais et chinois. Est-ce que vous pensez que la SNCF peut avoir un rôle pour saisir ces opportunités? Et est-ce qu'il y a des projets d'alliance avec des constructeurs, voire avec des financiers, pour aller ensemble, les Européens, vers les pays émergents et se développer dans ces marchés prometteurs? Alors, merci, parce que ça permet de dire un mot sur l'international. 33% aujourd'hui, et on vise 50% de l'activité à l'international. Donc, la SNCF de demain ou d'après-demain, c'est 50% France, 25% Europe et 25% reste du monde. Votre question, elle porte plus sur les industriels que les opérateurs. Sur les industriels, moi je pense que Dominique Bussereau a raison de dire, face au numéro 1 mondial, qui est le chinois, gigantesque chinois qui fait de mémoire une dizaine ou une douzaine de fois le chiffre d'affaires d'Alstom, il faudra un jour qu'il y ait des rapprochements en Europe entre certains constructeurs, parce qu'on est trop émietté. Mais là, je m'arrête, j'ai un point de vue, moi, d'opérateur, pas d'industriel. Sur le secteur qu'on appelle Operation and Maintenance, donc l'exploitation, on est déjà très concentré. Quand on se retrouve à Doha pour une compétition en ce moment même pour exploiter les lignes de métro et de tram de la Coupe du Monde, lorsqu'on se retrouve en Australie, lorsqu'on se retrouve aux États-Unis, il y a toujours les mêmes usual suspects, un Anglais, un Allemand, un Japonais, un Chinois de Hong Kong et 1 ou 2 groupes français, donc nous, le plus souvent, Keolis par exemple, mais aussi nos collègues de Transdev ou de la RATP. Les Français ayant cette chance d'être vraiment dans le top 10, on est 3 dans le top 10, donc c'est vraiment une force de notre pays. Donc c'est déjà très concentré, je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles concentrations. Bonjour, Daniel Delay, vous êtes notre client et je vous en remercie. Par contre, vous êtes notre fournisseur. Nous livrons des pièces très pondéreuses dans des gares et c'est absolument... Nous sommes passés au camion. On est passé au camion parce que vous ne livrez jamais à l'heure, parce que vous ne savez pas où sont les produits et que nous payons des pénalités de retard. Donc, passer à la concurrence. Il y a 18 compagnies, oui. 18 compagnies de fret ferroviaire. Ma question n'est pas là. On est passé à la concurrence. Et alors? Mais la question, c'est comment pouvez-vous faire de la logistique? C'était mieux?
Ah bah pour l'instant, on ne paie déjà plus de pénalité. Bon, bah alors donc vous faites bien. Ça s'appelle la concurrence. Là, notre actionnaire, enfin bon, je ne vais pas débattre de ça avec vous si vous permettez. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous comptez fonctionner en logistique sans esprit client. La deuxième question... Bon, une seule question, c'est parce que celle-là, elle est déjà importante, donc laissez lui répondre. Il y a l'entretien des voix dont il faudrait parler aussi. Ah mais c'est bien que vous posiez cette question. Il y a une chose, j'ai le droit de prendre la deuxième aussi? Non, parce qu'il y en a une autre là-bas, et ensuite, je prends quand même la deuxième. Tant pis, je prends la deuxième. Non, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé. C'est pourquoi il y a des problèmes que je ne nie absolument pas, de ponctualité, de régularité, de fiabilité du train en France. C'est pas parce que les gens sont bêtes ou méchants. Ça pourrait, mais ça n'est pas parce que les gens sont bêtes ou méchants. C'est parce que tout simplement, et mon collègue de SNCF Réseau, Patrick Jantel, dirait mieux que moi, on a un réseau ferroviaire français qui est 2 fois plus vieux que le réseau allemand. On a laissé le réseau français vieillir parce qu'on a fait du tout TGV depuis, en gros, les années 80. Et tout à notre affaire de construire des lignes de TGV, pendant ce temps-là, les lignes existantes prenaient 1 an tous les ans. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, on commence à remonter la pente, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a encore pour 10 ans avant que le réseau cesse de vieillir. Il faut encore 10 ans pour que le réseau cesse de vieillir. Et là-dessus, les gouvernements ont pris les bonnes décisions, c'est d'accorder une priorité dans nos moyens financiers à la rénovation du réseau, et c'est particulièrement important pour le fret, parce que le fret utilise des petites lignes, et que ces petites lignes sont souvent dans un état lamentable, d'où les problèmes de fiabilité. Christian Rimbaud, vous ne semblez pas inquiet du fait que les trains qui sont achetés par l'État Alstom ne vous concernent pas? Ne craignez-vous pas qu'au moment où ils vont rouler, vous aurez des loyers à payer qui seront excessifs? Merci beaucoup de cette question. Juste, ça permet de dire une phrase sur la concurrence, parce qu'on n'en a pas parlé, je dis une phrase. Ça veut dire quoi l'histoire de la concurrence? Ça veut dire que la loi européenne, mais la loi française pourrait anticiper, mais la loi européenne a fixé des dates limites pour la mise en appel d'offres, par exemple des contrats pour les TER. Cette date limite, elle est aux alentours de 2021-2022, mais il va y avoir des expérimentations avant. Donc ça signifie que d'ici sans doute 2 ans, telle région pourra mettre en appel d'offres telle ligne en disant « je vais choisir le meilleur rapport qualité-prix » et donc nous serons en concurrence. Pour ce qui est des lignes intercités, c'est l'État qui organise ces lignes, donc il fait la même chose que les régions pour les TER, donc c'est l'État, et donc en 2021 ou 2022, quand ces rames seront construites, ces rames de TGV que l'État a achetées, l'État fera un appel d'offres en disant qui veut exploiter Bordeaux, Toulouse, Marseille, et l'État dira cette exploitation se fera avec des rames de TGV que l'État a achetées. Voilà comment ça se passera à cette date-là. Alors, 3 petites questions personnelles pour terminer, même si je sais que tu n'aimes pas tout ce qui te concerne toi. Ben là, on arrête. Hein? Non, parce que la règle du jeu, c'est d'y répondre, et comme tu as utilisé ton joker, ça tombe bien. Est-ce que quand le ministre a dit le contraire de ce que tu pensais qu'il fallait faire, est-ce que tu as pensé à démissionner? Un instant. Deuxième question. Une nanoseconde. Est-ce qu'il est exact, comme on l'a écrit dans un certain nombre de journaux, qu'à un moment donné, tu as voulu être président d'Air France parce que tu préférais les avions au train? Non, j'aime beaucoup les avions. Donc j'ai raté ma vie d'une certaine façon. Mais moi, je pense que d'abord, le job à la SNCF, pour être sérieux, il est moins difficile qu'à Air France. J'en parle souvent avec mes collègues d'Air France. Je pense que c'est Dominique Bussereau que tu citais. Oui, je pense que Dominique Bussereau se trompe sur ce point-là. Je pense que la boîte la plus difficile, c'est Air France, et de très très loin.
Troisième question, je prends une citation, là encore, qu'avait recueillie Pauline Damour dans le portrait qu'on avait fait de toi dans Challenge, qui était d'ailleurs titré « Résistant ». C'était pas mal comme titre, « Résistant ». On l'a vu, là. Hein, bon, il y en a d'autres qui sont plus dignes d'éloge. Hein. Bon, c'est un bel adjectif. Résistant, voilà. C'est donc Véronique Morali, la patronne de Fimalac Développement, qui dit « Guillaume Pépi, il est difficile à décrypter, car même s'il est tout le temps sur la scène publique, il ne se livre pas beaucoup. » Ça m'a fait penser à un certain François Hollande, ça. Oh. Comment Il faut que je refasse. Hein. Je vais faire les deux versions en fonction de la salle. Je fais et... oh. Non, mais sur le plan personnel. Non, mais ça touche un truc de fond. J'ai encore 2 minutes. Bien sûr. Bon. Il y a une université d'été des dirigeants qui se déroule sans les présidents, c'est-à-dire sans Patrick Jeantet et moi. Et cette année, le thème, c'était comment rebondir après l'échec. 100 dirigeants qui planchent pendant 2 jours sur comment rebondir après l'échec. Et c'est une université de développement personnel. 100% des gens qui étaient là se sentaient concernés. Et donc, là, exceptionnellement, ils m'ont invité et j'ai témoigné devant eux de comment moi je vivais les échecs et comment j'essayais de rebondir. Et en fait, le point principal qui est lié à cette question, c'est j'aimerais qu'on puisse dire, même si c'est pas français, un tel fait président d'Air France ou fait président de la SNCF et non pas est. La petite distinction, c'est que présider ces entreprises, c'est faire un métier, c'est remplir une mission. Ça n'est pas, entre guillemets, ce qu'on est. Heureusement, on est un individu. Et de même que le patron d'Air France ou d'autres ont fait une séparation totale entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Moi, j'ai décidé ça il y a 30 ans et je ne changerai pas d'avis. Donc, il n'y aura pas des photos en train de découper une côte de bœuf à la campagne avec le chien et le vélo. À toi, donc, toute allusion à une photo ayant existé est purement fortuite. Emmanuel. Eh bien, merci, cher Guillaume Pépi. Tu fais clairement président de la SNCF. Oui. Ça, c'est clair. Merci de nous avoir fait partager ta vision, car tu as une vraie vision de faire de la SNCF une plateforme mondiale de mobilité et de services pour les entreprises et les particuliers. Les entreprises, la logistique qui représente 1/3 du chiffre d'affaires, 50% à terme. L'international aussi, un groupe mondial, 50% de l'activité à terme, tu l'as dit, avec une vision, faire baisser les coûts pour faire baisser les prix, la stratégie low cost gagnante, un virage qu'Air France a pris trop tard et que tu as anticipé. Merci de nous avoir aussi fait rêver sur ces futurs TGV, dans 6 mois, à 2 heures de Bordeaux, à 1h25 de Rennes, de ces TGV qui vont nous rapprocher, d'ailleurs cette signature de la SNCF, rapprochons-nous, qui est une belle signature, qui va être celle de l'entreprise. Merci aussi de nous avoir montré ton engagement, ta ténacité et ta passion jusque dans les moindres détails pour imaginer les solutions technologiques au laser pour ramasser les feuilles mortes sur la ligne Paris-Granville. Donc on voit bien que cette entreprise est une entreprise très riche, que tu continues à mener avec passion. Je ne sais pas si le job de président d'Air France est plus difficile, mais je n'ai pas l'impression que la difficulté te fasse particulièrement peur. En tout cas, nous te souhaitons, à toi et tes équipes, beaucoup de succès pour continuer à transformer cette entreprise à laquelle nous sommes tous très attachés. Très bonne journée et bonne semaine. Merci. Et merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup.